questions, n'hésitez pas en fait au fur et à mesure. Alors c'est un sujet bien sûr qui fait le buzz, sur lequel on est au 5e webinaire sur ce premier semestre, donc beaucoup de thèmes et on verra les prochains thèmes bien sûr du prochain semestre, hein, puisqu'on fait une série finalement de webinaires. Le sujet aujourd'hui, Bruno, c'est un sujet qui est important, qui est un des best-sellers, si on peut s'exprimer ainsi, qui est la cartographie et l'anonymisation. Peut-être un mot sur le sujet, Bruno? Tout à fait. Je vais dire tout à fait Thierry. En fait, la cartographie et l'anonymisation, c'est deux des sujets phares de discussion et de préoccupation pour beaucoup de clients aujourd'hui. Le premier sujet, c'était le registre, l'inventaire des traitements. Très vite arrivé, les pratiques de découverte de données, donc on va voir ça aujourd'hui, et d'anonymisation surgissent, quoi. Voilà, donc vraiment, ça fait partie des sujets qui sont top prioritaires, on va dire, dans l'agenda des entreprises. Donc un sujet aujourd'hui, et on va commencer par une étude qu'on a déjà présentée, qui est annoncée et présentée la première fois le 17 mai 2018, qui s'appelle, comme l'a précisé Stéphane, la fin du début. Pourquoi le début? C'est parce que tout simplement depuis 2016, qui a été le vote en fait du règlement, le 25 mai a été une date cible, une date butoir, et on est maintenant arrivé à la mise en application des RGPD, du GDPR, et donc on est arrivé aussi à la fin d'une période qui est une période de préparation, et on voit que les organisations aujourd'hui sont dans une logique bien sûr de continuer à la mise en conformité. On va voir un peu plus en détail pourquoi juste après dans cette étude. Alors cette étude elle concerne donc le monde entier, puisque IBM a sondé, interrogé 1500 leaders GDPR et responsables d'entreprise, donc répartis dans le monde entier. Et on a posé bien sûr un certain nombre de questions sur leur vision, comment ils appréhendaient finalement GDPR. Et donc c'est intéressant donc aujourd'hui de voir quels sont effectivement les résultats. Donc sur le premier point qui est extrêmement positif, qu'on va souligner, c'est que plus de 50%, enfin 59% des sociétés et des leaders interrogés considèrent que GDPR n'est pas que une mise en conformité, c'est aussi une opportunité de transformer l'organisation, et c'est un vecteur en fait pour notamment améliorer la confiance avec le client, d'améliorer leur capacité bien sûr de protection et d'amélioration en fait de la qualité de la donnée. Donc on voit très bien qu'il y a un aspect extrêmement positif dans effectivement cette première partie. Le deuxième partie effectivement qui est intéressante, et c'est là le paradoxe d'ailleurs, c'est que on s'aperçoit que seulement entre guillemets 6% des sociétés donc sont à même de dire qu'elles vont être en conformité. Donc c'est effectivement là où c'est intéressant et de voir ce paradoxe en fait. Alors Thierry, on est en Europe, c'est assez surprenant, mais ce taux est plus faible en Europe. C'est ce que dit, et ce qui n'est pas écrit là. Est-ce que tu peux... Bon, alors, pour rappeler, un RGPD, ça c'est tous les citoyens, donc qu'on soit une entreprise européenne ou non, on décide d'une certaine façon RGPD. Si on traite de données de citoyens européens, malgré tout, un peu plus centré, est-ce que tu peux nous donner peut-être plus d'explications ou une vue de ce qui se passe en Europe et en France? La première explication, c'est que les sociétés qui sont extra-européennes ont une contrainte et un niveau d'exposition au risque sans doute un peu moindre du fait effectivement de leur périmètre. Donc ça c'est le premier point. Et donc une somme d'activité sans doute un peu moins importante en fait dans la durée en fait. Ça je pense que c'est une explication qui est fondée. Après aujourd'hui c'est vrai que sur l'Europe et sur la France on est proche dans les chiffres d'un quart des sociétés qui se disent effectivement ou qui vont être en conformité assez rapidement. Donc c'était en 2018. Ok. Alors à part de plus concrètement,
comment s'expriment en fait les leaders GDPR dans le monde entier, et en particulier donc en Europe, puisqu'il y a 600 entreprises qui ont été sondées donc en Europe. On s'aperçoit que les trois grands pieds, les trois grands domaines finalement de GDPR qui ont les points stratégiques d'importance sont bien sûr tout ce qui est data et analytics, et on le comprend puisque en tout premier lieu, il y a effectivement la capacité de pouvoir donc collecter et puis bien sûr traiter la donnée personnelle. Il y a bien sûr tout ce qui est sécurité, et on l'a déjà évoqué à plusieurs reprises, c'est la capacité de protéger en fait les données d'une part, et d'autre part bien sûr avoir des capacités de détection d'incidents, de sécurité et de gestion des incidents. Et puis il y a un autre domaine aujourd'hui, c'est tout ce qui est customer engagement, ou donc relation effectivement avec le client, qui est aussi un des points forts de cette étude donc aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous préciser peut-être un petit peu plus ce dernier point, parce que autant dans GDPR on voit bien les aspects sécurité, privacy qui sont on va dire les éléments facteurs du règlement, data analytics on se doute, puisque protection de données, sécurité, customer engagement, ça veut dire quoi alors? Ça veut dire, ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est cohérent avec ce qu'on a dit tout à l'heure à l'instant, c'est-à-dire que beaucoup d'organisations, en tout cas aujourd'hui, considèrent GDPR pas uniquement comme étant une conformité, mais comme étant en fait une capacité derrière de pouvoir en tirer des bénéfices, donc notamment sur la relation avec le client. Et donc regarde aujourd'hui l'ensemble finalement des gains qu'il peut y avoir dans soit le parcours du client, soit effectivement la relation de confiance qu'il peut y avoir entre le client et l'organisation. Donc un zoom aujourd'hui assez fort, et on voit de plus en plus dans les discussions qu'on a avec nos clients balance qui s'opère. D'une part, je veux être conforme, et d'autre part, je veux en tirer aussi des bénéfices au travers, bien sûr, des actions, on va dire, dans le domaine du marketing, bien sûr, et du commerce. Ok. Alors, point de vue d'IBM, rapidement, avant de venir, bien sûr, au sujet de l'accompagnement et en particulier de l'anonymisation, le point de vue d'IBM, c'est qu'aujourd'hui, un programme GDPR, c'est avant tout, bien sûr, 5 niveaux, donc qui peut s'avérer, en fait, bien sûr, très complet, notamment dans certaines organisations, puisqu'il y a un premier niveau qui est, bien sûr, toute la partie logique, gouvernance. C'est quelle organisation je mets en place pour aller vers une mise en conformité. La deuxième partie, c'est qu'on va revoir un peu plus en détail, c'est bien sûr comment faire en sorte que les employés soient sensibilisés, formés sur la mise en application finalement des règles définies dans l'entreprise. Le troisième niveau concerne les processus. Évidemment, dans les processus, il y a des processus qui vont être amenés à être revisités, d'autres qui vont être amenés donc à être créés, notamment sur les nouveaux droits des citoyens. Et puis donc il y a bien sûr les niveaux qui sont là un peu plus technologiques, ou en tout cas qui incluent ou qui engendrent de la technologie, qui sont le niveau données, data, et bien sûr donc le niveau en fait sécurité. Donc regarde un peu plus dans le détail, mais on va passer malgré tout assez rapidement sur ces sujets-là. IBM a défini finalement des capacités, un ensemble de capacités aujourd'hui donc qui sont nécessaires pour être en conformité. Donc il y en a au nombre de 47 sur l'ensemble de ces niveaux-là. Le premier niveau concerne bien sûr une définition de tout ce qui est politique, gouvernance de la protection, gestion bien sûr des tiers, des sous-traitants. Donc être en situation bien sûr dans le niveau de premier niveau de formaliser un ensemble de politiques et donc de protection par exemple ou de gestion des rétentions. C'est un niveau qui est bien sûr forcément derrière accompagné de tout ce qui est communication, comme on le disait jusqu'à présent. C'est bien d'avoir formalisé un référentiel, des politiques, mais il faut assurer aussi bien sûr que l'ensemble de l'entreprise puisse être en situation d'assimiler en fait ces nouvelles règles, ces habitudes en fait culturelles, et donc la raison pour laquelle le sujet d'ailleurs qu'on va creuser aujourd'hui, qui
sont les sujets de formation, de certification, d'accompagnement, donc soit mis en place. Donc, en fait, c'est évidemment la communication aussi. On peut peut-être insister un petit peu là-dessus, c'est-à-dire que cette histoire de référentiel, de méthode et d'outillage, DPR, ça va voir qu'il va falloir beaucoup travailler le comportement et peut-être des habitudes GDPR, des habitudes professionnelles GDPR pour les. Et donc c'est du change management en fait. Oui, franchement, en tout cas, par population et bien sûr d'une manière générale pour que cette culture soit intégrée au fur et à mesure du temps. L'autre mot, bien sûr, c'est les processus. Quand on parle de politique, bien sûr, derrière, il faut définir un ensemble de règles, notamment des règles de rétention, des règles effectivement de sécurité. Et donc, ce niveau-là nécessite bien sûr à la fois une finalisation et à la fois donc une capacité des entreprises en fait à pouvoir évoluer dans l'ensemble des processus. On est sur le niveau ensuite donné. T'as beaucoup de cases. Il y a beaucoup de cases. C'est un peu moins de la moitié l'ensemble des capacités. On ne va pas détailler bien sûr l'ensemble de ces cases, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a avec cette cartographie des capacités de manière exhaustive l'ensemble des sujets qu'on doit traiter. Parfois, ils sont bien sûr très avancés chez les clients parce qu'ils n'ont pas attendu GDPR pour le faire. Parfois, effectivement, il y a des compléments en fait ou des manques, et c'est intéressant effectivement de se baser sur l'ensemble de ces capacités. Donc, on définit 4 familles principales. Hein. La première famille, c'est bien sûr savoir où sont les données. Donc, pour cela, et on va rentrer un peu plus dans le détail bien sûr après, il faut bien sûr explorer ces données personnelles. La deuxième famille, c'est ce qu'on appelle tout ce qui est gestion de la donnée, avec notamment un sujet qu'on va aborder aujourd'hui qui est la désensibilisation. Quand on parle de désensibilisation, Bruno, c'est bien sûr la désensibilisation, mais c'est pas seulement ça. Hein. Ça peut être le chiffrement, ça peut être l'effacement. Donc sur la deuxième famille. Et puis la troisième famille, c'est l'interaction avec le client, le citoyen ou l'employé qui lui-même donc a des données personnelles collectées et a des nouveaux droits surtout. Donc là, on voit bien sûr la notion de gestion des demandes et des plaintes. On voit bien sûr tout ce qui est potentiellement la prévention et la violation en fait des de sécurité. Et évidemment, le consentement est un sujet forcément d'actualité et que tout le monde connaît, puisque je pense que beaucoup ont reçu des mails, notamment avant le 25 mai ou juste après le 25 mai 2018. Ce bloc-là est quand même assez... il y a beaucoup de nouveautés dans ce bloc. Oui, c'est beaucoup de nouveaux droits, notamment bien sûr sur le consentement qui change les habitudes de travail, notamment sur le périmètre et marketing en fait. Et puis la quatrième famille sur la droite, c'est gestion du cycle de vie de la donnée, rétention. On aura l'occasion sans doute de faire un autre webinaire ou d'autres webinaires d'ailleurs sur ça. Vous voyez en fait les sujets sont assez vastes. Et puis le dernier niveau, c'est la sécurité. Et là sur la sécurité, on a organisé un webinaire la semaine dernière, hein, c'est Stéphane sur la protection des données. Donc on va en faire d'autres bien sûr prochainement. Mais on peut noter bien sûr le niveau qui est très important, qui est tout ce qui est vulnérabilité. Hein, donc utilisation en fait ou atténuation des vulnérabilités. Bien sûr tout ce qui est gestion des accès et puis bien sûr prévention des failles de sécurité et donc de gestion des incidents par la suite. Et donc nous allons justement parler d'accompagnement donc avec Patrice Limagne de Tech Data. Patrice, je te donne la parole pour que tu nous en dises un peu plus. Alors, déjà dans un premier temps, je vais un petit peu en quelques mots décrire qui est Tech Data. Donc Tech Data en fait est un grossiste à valeur ajoutée qui a une présence aujourd'hui mondiale avec une très très forte présence bien sûr sur l'Europe. Alors ce qu'il faut bien voir par rapport à toute cette partie GDPR, c'est que ça fait en interne chez Tech Data plus d'un an aujourd'hui qu'on travaille sur le sujet
Donc, on a un retour d'expérience interne qui est très, très important. Et l'objectif, c'est un petit peu, je dirais, de mettre cette compétence que l'on a pu acquérir depuis maintenant un certain nombre de mois pour notre réseau de partenaires, puisque notre rôle est quand même à l'origine d'accompagner nos partenaires justement sur les transformations technologiques et autres, et transformations, je dirais, digitales et typiquement la partie GDPR. Donc aujourd'hui, on a un pool de partenaires qui ont déjà des compétences très avancées sur le sujet. Donc il est vrai qu'on est sur le sujet ensemble sur la cartographie et l'anonymisation des données. Mais également, on verra sur d'autres pans, typiquement la partie sécurité et différents éléments. À côté de ça, on a une équipe d'experts internes sur cette partie-là qui peut aider bien sûr les partenaires et qui aidera également les partenaires chez les clients, puisque je sais qu'il y a un certain nombre de clients qui sont connectés également au niveau du webinar. Donc certes, nous accompagnons surtout nos partenaires, mais au travers des partenaires également accompagner les clients. Un point crucial aujourd'hui, c'est la présence des DPO. Donc, au niveau de ces DPO, on a mis en place, côté Tech Data, un certain nombre de cartographie des DPO indépendants aujourd'hui sur la France, typiquement. Puisque je vais parler de la France, puisque je suis en charge de la partie France et un petit peu justement aussi de la partie Europe. Donc, on a un pool aujourd'hui de DPO externes nous sont demandés par les partenaires et par les clients pour justement les accompagner, les aider, je dirais, sur la mise en place et les démarches à mettre en place au départ pour amorcer cette mise en conformité et un pré-audit typiquement pour savoir exactement où on est et quelle est l'ampleur entre guillemets du projet par rapport à ça. De Tech Data, on a également une entité qui est ouverte aux partenaires et aux clients finaux sur toute la partie formation. Donc, on a mis en place tout un cursus de formation au travers, je dirais, des cursus technologiques, que ce soit la partie gouvernance des données, que ce soit sur la partie sécurité ou sur la partie un peu plus administrative, qui est la partie DPO, pour justement donner, je dirais, tous les éléments importants et techniques vis-à-vis des temps internes ou externes qui deviendront demain les DPO chez vous, tout simplement pour pouvoir répondre efficacement. On est experts en termes de sécurité, gouvernance et data risk management. Donc ça fait partie d'un certain nombre de nouveaux métiers qui sont en train d'émerger par rapport à cette partie GDPR. On parlera beaucoup de data risk management, typiquement. Donc on est vraiment en train de travailler sur ces plans-là. Et donc solution, alors Tech Data n'est pas qu'IBM, même si aujourd'hui représente, je dirais, une part très très importante de la présence autour de la partie GDPR. Que ce soit sur la gouvernance, que ce soit sur la partie privacy et sur la partie sécurité, qui est vraiment vous voyez le beau qui est en haut, où on couvre aujourd'hui, je dirais en point central, la GDPR couvre tous ces éléments-là. Et donc on est aujourd'hui sur multi-éditeur parce que aujourd'hui pas un seul éditeur ne sera capable de couvrir l'ensemble des besoins autour de la GDPR. Donc on a besoin aujourd'hui de créer des écosystèmes différents éditeurs pour pouvoir justement aider les partenaires et aider les clients à répondre efficacement par rapport à cette nouvelle mise en conformité. Tech Data, comme je disais, a une présence aujourd'hui, européenne et mondiale sur la partie GDPR, typiquement. Est-ce que tu peux peut-être nous préciser, parce que Tech Data est numéro 1 en France et en Europe, en quoi Tech Data est leader sur GDPR en Europe et en France? Exactement. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui on est leader. Bon, tout simplement, comme je vous ai dit au départ, on est une société mondiale, puisqu'on a une présence mondiale aujourd'hui, mais on a un focus très très important. Vous imaginez bien sur l'Europe, puisque l'Europe aujourd'hui est un point clé sur cette partie GDPR. Comme je vous disais, voilà, ça fait déjà un an qu'on a amorcé cette transformation interne. Donc aujourd'hui, on a vraiment mis tous les atouts de notre côté pour aider les partenaires
aider les clients au travers des partenaires pour pouvoir justement, je dirais, vous accompagner le mieux possible. Alors, on est leader pour la simple et bonne raison, c'est qu'aujourd'hui, on couvre tout l'élément en termes de privacy, gouvernance et sécurité au niveau Europe, hein, puisqu'on a aujourd'hui une cartographie très importante du nombre de partenaires en France et en Europe. On a pris un petit exemple, hein, tout simplement, qui est très révélateur de la partie formation. Alors, c'est quelque chose qui est ouvert aussi bien aux partenaires qu'aux clients finaux. Aujourd'hui, typiquement sur la partie formation, donc Tech Data a une entité qui s'appelle Tech Data Academy, sur laquelle on a mis en place, par exemple, des formations GDPR. C'est à titre d'exemple. Hein. On est capable de faire des formations de 2 heures à l'ensemble des collaborateurs. Donc, en plus des règles de bon usage, alors il y a des choses qui sont des règles de bon sens, hein, certainement, mais aussi ce qu'on est obligé de faire, par exemple, dans un contexte marketing. Qu'est-ce qu'on est obligé de faire, par exemple, dans un contexte plutôt RSSI, voilà, pour essayer justement de sensibiliser un peu plus les collaborateurs. En session plutôt en direction des managers et des directions générales, puisque ce sont quand même les acteurs qui seront les plus impliqués par rapport à ces sujets-là. Donc, une demi-journée de sensibilisation autour de cette partie GDPR avec les risques justement par rapport à tous ces éléments-là. Et puis, une formation de 2 jours qui est une formation certifiante sur GDPR. Donc, entre guillemets à tout le monde, hein, ça permet d'avoir toutes les bases de discussion au travers de la partie GDPR. À ça, une formation qui est une formation certifiante et certifiée DPO, qui permettra justement de prendre à bras le corps, puisqu'aujourd'hui, la présence d'un DPO est, et je dis pas quasi indispensable, mais dans certains cas, elle est fortement recommandée, surtout pour tous les clients et les partenaires qui joueront le rôle de sous-traitant aujourd'hui, où la présence d'un DPO interne ou externe sera obligatoire. Donc ça, c'est point important. Donc on se positionne là-dessus justement pour aider, je dirais un petit peu tout l'écosystème partenaires et clients pour répondre très très rapidement justement à cette montée en compétences. Donc on a fait après, je te laisse juste basculer Stéphane, voilà, c'est un petit exemple, un exemple de formation IBM. Alors attention, c'est pas une formation sur chacune des solutions, puisque solution a je dirais des cursus de formation qui sont bien taillés, mais on a essayé un petit peu de faire une présentation un peu globale, par exemple au niveau IBM. Qu'est-ce qu'on est capable de couvrir? Bien sûr, la première chose, c'est le tronc commun qui va vraiment être, la partie GDPR dans ces éléments essentiels pour bien comprendre, je dirais, les finalités et ce que l'on souhaite mettre en place autour de cette partie GDPR. Et ensuite, vous voyez 3 cursus. Un cursus sur la gouvernance des données, où là, on a un certain nombre de solutions côté IBM. Et c'est une journée pour chacun des modules, donc c'est plus une découverte et comprendre ce que chaque solution va apporter au niveau de l'entreprise, puisque chaque solution va être importante par rapport à ça. Ensuite, on a un qui est plutôt sur la partie sécurité, qui va être important bien sûr pour un certain nombre de partenaires et de clients, puisque l'approche peut être soit au travers de la sécurité, soit au travers de gouvernance. Après, ça dépend un petit peu des sensibilités de chaque client. Et le pôle qui est plus administratif et DPO, c'est vraiment aujourd'hui remplir l'ensemble des registres, faire les bonnes démarches, être, je dirais, bien synchroniser tout ce qui tourne autour de cette partie GDPR, parce qu'aujourd'hui c'est un nouveau métier, tout simplement, qui est en train de se mettre en place et avec un certain nombre de règles à ne pas rater par rapport à tout ça. Donc à peu près Tech Data. Oui. Quels sont les types de partenaires finalement? Est-ce que tu peux peut-être rentrer un peu plus dans le détail Dans le détail. Oui, alors c'est vrai qu'on a des typologies de partenaires qui ont des sensibilités, je dirais, un peu différentes. On a un écosystème de partenaires qui est traité sur la donnée, donc plutôt orienté sur la gouvernance des données, donc sur des solutions typiquement la cartographie. Là, c'est le sujet du jour. Donc on a des partenaires qui sont vraiment spécialisés sur des sujets très très précis. On en a quelques-uns qui sont cross, qui peuvent de traiter aussi bien la gouvernance que la sécurité. Dans l'ensemble, on a quand même des partenaires qui sont vraiment spécialisés sur
basé sur des pans particuliers, hein, sur la gouvernance et sur la sécurité en particulier. Et on a quelques partenaires qui aujourd'hui peuvent vous aider tout simplement dans le rôle du DPO, voire même vous accompagner par exemple au niveau de la déclaration des registres avec des solutions type cloud déjà prédéfinies, clés en main, qui vous permettent de gagner énormément de temps, puisque en fait, le fait ne serait-ce que de remplir des registres aujourd'hui, on pourrait très bien le faire au travers de tableaux Excel, hein, c'est tout à fait faisable. Je suis pas sûr que ça soit la meilleure solution, mais on a des partenaires qui ont développé un certain nombre de solutions pour vous accompagner sur plutôt la partie administrative, pour justement vous aider à répondre efficacement par rapport à l'ensemble de ces besoins. Aujourd'hui, au niveau des partenaires, on a une couverture qui est globale sur l'ensemble de cette partie GDPR, plus notre partie formation, sur laquelle vous allez pouvoir prendre aussi de l'autonomie, puisque ça c'est important, et de pouvoir justement travailler avec les partenaires plus efficacement aussi. Merci pour cet éclairage. On va passer aux meilleures pratiques en fait, de cartographie et d'anonymisation de données, donc avec Bruno. Okay. Alors très bien. Donc déjà avant de zoomer, mais on va y aller vite sur carto et anonymisation, c'est le sujet d'aujourd'hui. Un rappel sur finalement les choses qu'il faut couvrir dans le cadre d'un projet GDPR. Vous avez 3 grands domaines de préoccupation avec GDPR: les données, la sécurité de ces données et la gouvernance GDPR. Donc la gouvernance, c'est tout ce qui est autour de la cartographie des traitements et le consentement. Il y a déjà eu des webinaires là-dessus, il y en aura d'autres. Aujourd'hui, on est plutôt sur la partie données, avec justement exploration de données ou classification de données, on emploie aussi les deux termes, et anonymisation, protection au sens large, on va voir un peu ce qui est derrière. Et donc c'est là-dessus qu'on va zoomer aujourd'hui. Donc on va regarder le slide suivant sur les pratiques. Donc on va hop. Donc, une des questions qu'il faut se poser, c'est la couverture de données, dans quelle situation ça m'intéresse et pourquoi, qu'est-ce que je vais faire après, quoi. Parce que couvrir la donnée, c'est bien. C'est une bonne question. Voilà, mais évidemment, on ne le fait pas pour le plaisir. Donc, il y a plusieurs situations. Déjà, vous pouvez chercher à découvrir la donnée déjà pour une optique de data gouvernance, c'est-à-dire vous voulez archiver, anonymiser de la donnée ou mieux gérer de la donnée. En général, une approche de data gouvernance, soit découvrir la donnée dans un but de protection. Et ça peut être légèrement différent. La différence, c'est que certains logiciels, en tout cas c'est le cas chez IBM, vous n'utiliserez pas les mêmes logiciels pour le faire parce qu'il y a des logiciels qui peuvent à la fois faire la découverte et la protection, ou la découverte et la tâche, par exemple. Et donc voilà, selon votre angle de vue, vous devez faire attention, si on est dans la sélection d'outils, là, à votre, on va dire, next step, après la découverte. La découverte, c'est donc sujet, donc l'anonymisation, on parle à la fois du structuré et du non structuré. Ok. Voilà. Donc, alors oui, non, justement, il y a une question sur le chat. Pourquoi ne voit-on pas anonymiser et protéger non structuré justement? Donc, bonne question. Donc là, le non structuré, c'est tout ce qui va être des fichiers bureautiques, des serveurs de fichiers partagés, des messageries, pour préciser un peu ce qu'on met derrière ce terme-là. Pour qu'on ne protège pas ou qu'on n'anonymise pas, alors d'abord, ça va être une question essentiellement, c'est une question de gestion du risque, quoi. C'est-à-dire que c'est extrêmement complexe de maîtriser et d'aller jusqu'à anonymiser ou protéger des univers non structurés dans lesquels on aurait identifié la donnée personnelle. Ce qu'on fait en général dans ce sujet-là, c'est qu'on veut identifier on veut la donnée personnelle dans des univers non structurés pour identifier les risques et justement plutôt prévenir l'arrivée de ces données ou l'utilisation de ces données personnelles dans ces univers-là. Okay, donc, et de fait, on n'a eu aucune littéralement demande pour anonymiser ou protéger des données personnelles dans un univers non structuré. Alors que bien sûr, dans les univers structurés, on les a. Ouais, ce que tu dis là, c'est que finalement, on va découvrir des données personnelles dans des fichiers, par exemple, mais on peut à ce moment-là déplacer les fichiers. Voilà. On va rentrer dans le fichier pour anonymiser la donnée personnelle dans Exactement. le fichier. Alors, on a eu quelques cas d'usage sur les contrats où on a, avec d'ailleurs d'outils IBM, mais ce sont des partenaires qui ont développé des solutions pour, par exemple, anonymiser des contrats. Donc là, on peut considérer que le contrat
un document Word ou PDF, c'est structuré. Donc c'est à la limite le contre-exemple, on va dire, qui fait que j'ai pas... Mais c'est le contre-exemple qui explique la règle d'une certaine façon. Donc en général, on découvre des données dans un univers structuré, non structuré. Bon, car c'est pour prévenir des risques. Et puis en fait, l'action d'archive, de station, ça on peut le faire dans non structuré pour des mails typiquement. Voilà. L'élément que peut-être je voulais préciser, c'est que on peut se demander pourquoi, c'est quoi l'intérêt d'une certaine façon de découvrir des données dans le structuré. Puisque en fait, on peut très bien se dire, quand je dis structuré, ce sont des bases de données, qu'elles soient DB2, Oracle ou autres. Et la question, c'est de se dire, mais bon, finalement, ces données, je les connais déjà, pourquoi je vais les découvrir? Pour chercher des intitulés, des noms, des prénoms, des adresses mail, du numéro de téléphone, dans des colonnes. Donc, ces colonnes portent peut-être même le bon libellé, je le sais. La raison qui fait qu'on nous demande de temps en temps, que d'abord, la chose la plus fréquente, c'est qu'on a des clients qui ont des patrimoines applicatifs extrêmement anciens, non documentés, et du coup, pas ce qu'on a, quoi. Donc, on est obligé un petit peu de partir à la pêche pour identifier des données non structurées. Des données structurées, excusez-moi, qui soient des données personnelles. On a justement une question sur le chat à ce sujet-là, a priori. Est-ce qu'on nous a demandé de faire du reverse engineering? Alors, reverse engineering, comme je le comprends, parce que nous, c'est un terme qu'on emploie, ça consiste, on est dans le même esprit d'ailleurs, sur la même situation, on va dire, c'est-à-dire des patrimoines applicatifs anciens, et ça consiste à découvrir des modèles de données. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas typiquement GDPR, on va dire, mais quand on a des applications anciennes, parfois, on n'a plus de doc, et donc on veut avoir des outils qui permettent éventuellement de se dire j'ai tel fichier qui est peut-être relié à tel autre fichier, qui part des clés, voilà. Donc et donc le reverse engineering tel que nous on le comprend et tel que nous on le discute et tel que certains clients nous le demandent, c'est ça, c'est-à-dire décrire des modèles de données d'une certaine façon pour établir des liens et remettre au clair à certaines bases. Donc oui, on peut le faire, ça se fait. Il y a des outils qui le font et sont souvent, on va le voir tout à l'heure, des outils qui savent également faire de la découverte de données. Peut-être Alors là, on est sur plusieurs situations d'anonymisation de données, donc gros, je te pose des questions et tu réponds, c'est ça Oui, alors tu as les questions, il y a les réponses, donc vous avez aussi les réponses. On va illustrer les réponses. Donc données de test, celles destinées au big data. Alors, on fait quoi? Alors c'est un classique, déjà c'est un classique, faut quand même... rappelons quand même qu'avant GDPR, il y avait surtout en France pas mal de lois pour destiner à protéger la vie privée, donc l'obligation ou la nécessité, on va dire, d'anonymiser des données de test, ça date pas d'hier. Mais ce qu'il faut reconnaître, c'est que c'est pas nécessairement fait, ou ce n'était pas nécessairement fait, et aujourd'hui, dans le contexte de GDPR, ça va être plus risqué de ne pas le faire, non seulement pour l'amende, mais pour aussi les fuites qui pourraient être derrière, pour la bonne raison que les univers de test ou de développement sont beaucoup moins protégés que des univers de production, quoi. Donc, vos données, si vous faites une extraction de données de production, beaucoup plus facile, d'une certaine façon, à intercepter, capturer ou altérer que dans la production. Donc, c'est un point de faiblesse. C'est là qu'il faut les regarder si on veut hacker des données. Donc, maintenant, faire attention parce que GDPR, ça va être un peu plus problématique d'avoir des failles de ce côté-là. On s'y met le big data dans cette sujet-là. On extrait des données et bien sûr, vous voyez, on fait de l'analyse de données, du profilage, employons les grands mots. Et donc là, typiquement, ça va être un sujet qu'il va falloir regarder sérieusement parce que GDPR, vous savez que GDPR, il y a la notion d'étude d'impact sur la vie privée, le Privacy Impact Assessment, et typiquement, il est quasiment spécifié dans le règlement que si on fait des traitements de masse, des profilages, on va devoir faire des Privacy Impact Assessment, c'est-à-dire quelles sont les mesures de sécurité qu'on a mis autour de ce traitement-là, et l'anonymisation, elle en fait partie. Donc, Big Data, normalement, il faut que ce univers soit d'une part bien sécurisé, mais surtout, ce qui arrive là-dedans soit plutôt anonymisé, ou anonymisé, pour reprendre un terme qui est aussi mentionné dans le moment. La petite différence entre les deux, c'est que la pseudonymisation,
de revenir à l'individu, mais par contre, pas suffisamment, on va dire, supprimé pour qu'on ne puisse pas, en ajoutant des données additionnelles, revenir à l'identification d'un individu. C'est tout l'enjeu d'ailleurs, probablement des GAFA, de pouvoir faire de la pseudonymisation plutôt que de l'anonymisation. Voilà. On a vu les données test, le big data, donc autre sujet sur lequel on est très sollicité, c'est toutes les données de production, en fait, un petit peu décisionnelles. Alors souvent, là, dans les données de production, on a deux types. D'ailleurs, du coup, je vais traiter les deux cases bleues. Là. On a deux types de situations dans des données dites de production. Il y a d'abord tout ce qui est donné, on va dire, qui ont travaillé à froid d'une certaine façon, c'est-à-dire les données de type décisionnel. Et à la limite, le big data pourrait presque être mis dans cette famille-là. Pourquoi on les sépare? Parce que ces données-là, vous n'avez pas besoin nécessairement pour faire ces traitements-là. Si je prends par exemple des actuaires, pour faire des études, des simulations d'actuariat, je n'ai pas besoin de connaître, Stéphane, ton adresse précise. J'ai peut-être besoin de connaître ta date ou ta tranche d'âge. Donc on va parler de floutage de données ou de pseudonymisation justement. Donc c'est pour ça qu'on a mis le terme de flouter. Donc on va voir là-dedans, l'idée c'est d'anonymiser de façon, quand on est plutôt dans des outils irréversibles, l'anonymisation, même il y a des outils qui permettent, si vous retrouvez la clé, de désanonymiser, mais l'anonymisation est souvent vue comme un mécanisme irréversible, à l'inverse de la pseudonymisation. Ces univers-là, c'est bien de pouvoir anonymiser pour respecter, pour être plus conforme avec GDPR. Et là, pendant qu'on revient sur la mode flip, la deuxième situation, alors j'anticipe, c'est que là, il y a aussi la production véritable, c'est-à-dire l'organisme transactionnel. Donc là, à l'évidence, on ne peut pas anonymiser, parce qu'on perd l'information n'est plus exploitable. Et donc là, malgré tout, on peut vouloir mettre en œuvre des mécanismes de protection, mais qui vont être plutôt fondés sur l'habitation de certains types d'utilisateurs accéder ou non aux données. Et donc ça part notamment par exemple de la restriction d'accès ou du data masking. Voilà. Et la chose que je voulais ajouter, là on voit donc qu'il y a plusieurs types d'outils ou plusieurs clairement différentes à prendre en fonction du contexte. Et l'élément à prendre en compte, c'est la diversité selon la complexité de votre système d'information, c'est la diversité des environnements techniques. Il faut pouvoir opérer sur parfois des environnements techniques différents. Ça peut être du mainframe, des machines S400 chez nous, enfin e-series, on appelle ça maintenant e-series. Voilà. Et puis, il y a aussi des ERP, des logiciels d'entreprise qui peuvent, soit s'ils ne fournissent pas la fonction, on peut vous exiger des connecteurs ou des capacités pour intervenir sur les données de ces ERP. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a finalement défini les fonctions voilà. Et donc les différents environnements ou produits. Voilà, du coup on arrive à ce que vous avez maintenant sous les yeux, c'est-à-dire que si je reste dans la logique cartographie, protection, anonymisation de données, on fait apparaître 5 fonctions, donc, et de la découverte de reverse engineering dont on a parlé tout à l'heure. Oui. On peut le mentionner, c'est parfois une fonction, je ne dis pas qu'elle est liée purement d'ailleurs à GDPR, cette fonction-là, mais ça consiste à découvrir donc des modèles de données. Vous avez découvert des données personnelles en tant que telles, dans des univers structurés ou non structurés. L'anonymisation, on en parle. Ce que j'ai évoqué tout à l'heure, qui va être la restriction d'accès. Hein. Ou de demeurant, je n'ai pas mis, mais on aurait pu mettre le cryptage. Le cryptage, c'est une forme de protection. Okay. On peut aussi avoir des cryptages matériels. Chez IBM, il y a des plateformes qui cryptent nativement les informations maintenant. Et puis, on peut avoir des sujets d'archivage de données. Ce qui est important d'avoir en tête là, c'est les modalités de mise en œuvre. C'est ce qu'on a voulu indiquer là. Ce n'est toujours du one shot. D'accord? Parce que découvrir des modèles de données, bon, une fois que vous avez proprement remis au carré votre base, ben là, c'est sûr, vous n'avez plus le refaire. Maintenant, on voit bien que de la découverte de données personnelles, on ne dit pas qu'il va falloir faire ça tous les jours, ni toutes les semaines, ni tous les mois, mais peut-être que périodiquement, on va vouloir faire de la découverte de données personnelles. Là, on voit la notion de campagne. Hein, c'est ça. Et les campagnes, on a typiquement ça sur de l'anonymisation, de l'archivage. Ça va être de campagne. Et donc ça, on va le voir, ça va avoir un impact sur les démarches, en fait. Voilà. Vous avez sur la partie droite les outils qu'on a chez IBM et les fonctions qu'ils remplissent. Voilà. Donc, Statue, c'est l'outil spécialisé sur le non structuré. Les autres outils opèrent dans le domaine du structuré. Voilà. Donc, on a justement ça pour information. Ce qu'on voulait vous montrer,
regarder avec vous, c'était justement l'aspect démarche de mise en œuvre. Et que là, donc on a repris les thématiques reverse engineering, découverte, optimisation, archivage, conduite du changement. Alors pourquoi conduite du changement? Parce que en fait, c'est une pratique qu'on veut mettre en œuvre. On a parlé de campagne tout à l'heure. Ça veut dire que il y a une maîtrise de l'outil à acquérir, et surtout, si on est dans des sujets d'anonymisation et d'archivage, il va falloir mettre au point des procédures, des process qui sont bien sécurisés, bien monitorés, parce que une fois qu'on a anonymisé des données, ça va pas être facile de faire marche arrière. Les logiciels sont prévus, en tout cas chez nous c'est le cas, et c'est sûrement pas que notre cas. Il y a un sujet autour de l'anonymisation qui est la préservation de la cohérence des modèles de données. Quand des données sont en relation, on veut pouvoir anonymiser ces données de façon cohérente. Elles sont dans plusieurs tables de base de données, vous voyez, pour illustrer. On sait le faire, mais encore faut-il analyser soigneusement les conséquences de ces choses-là. Et c'est on voit bien qu'on est dans un aspect qui est un aspect de maîtrise en fait, non seulement de l'outil, il y a une maîtrise technique, mais c'est aussi un process qu'il faut mettre en œuvre. Il y a une question sur le... Oui, justement, cette notion de sprint, c'est particulier. Oui. Vous pouvez expliquer Alors oui, sprint, c'est pas qu'on a voulu être à la mode, puisque vous savez que le sprint c'est très trendy. Hein. Le mode agile, le sprint, on voit ça beaucoup dans les projets cognitifs. Là, on procède encore par sprint. Pourquoi? Parce que justement, on veut roder une pratique et roder progressivement un outil. Et on s'est rendu compte que ce qu'on tire de ce qui est intéressant dans les méthodes agiles, c'est que on est sur des horizons de temps relativement courts dans lesquels on se fixe des objectifs de résultats. À réévaluer l'objectif de la phase suivante. Hein. C'est bien ça la logique des modes agiles et des sprints. Donc là, typiquement, si je veux faire du reverse engineering de base de données, je vais procéder en plusieurs étapes en me disant je vais commencer à me focaliser sur un certain nombre de tables. Et puis, si je suis content du résultat, je passe à un set de tables suivant. Sinon, je remets le travail là-dessus et je vois comment je dois procéder. Donc, c'est une amélioration continue. Les sprints, en général, ça fait 2 semaines. C'est bonne durée dans beaucoup de situations. 2 semaines, c'est trop court. On passe trop de temps à le setup et la conclusion. Et au-delà, c'est un peu long pour un sprint. Voilà. Donc, sur 2 semaines. C'est pour ça qu'on l'a représenté avec des blocs de 2 semaines. Bon, après, il y a sans doute aussi une logique de pouvoir déployer aussi assez rapidement la technologie auprès des clients, vu la demande qu'il peut y avoir aussi. Voilà, de la même façon, le sprint, on peut le mettre sur, quand on met des pilotes, puisque là, en l'occurrence, on va déléguer des outils sur éventuellement plusieurs environnements. On va amener aussi cette méthode de déploiement progressivement. Le point que je voulais quand même insister, on l'a mis là, c'est tout ce qui est transfert de compétences. Nous, on a vocation à faire pour vous de façon indéfinie des campagnes, puisqu'on a dit qu'il fallait faire ça régulièrement. Alors, peut-être que des gens vont me dire tous les combien, ça reste à ciser, quoi. Tous les combien, ça dépend aussi des volumes de données créées, parce que c'est tous les 3 mois, tous les 6 mois, mais des campagnes de suivage ou autres. Donc, il faut être autonome là-dedans, et c'est aussi l'objet du sprint de câbler la pratique. Et c'est pour ça qu'il y a aussi un aspect de transfert de compétences, la maîtrise de l'outil, de cadre procédure, puisque quand nous, on s'en va, mais vous êtes devenu autonome. Vous êtes devenu autonome. Voilà, donc peut-être d'autres questions? Eh bien oui, on arrive aux questions-réponses. Donc on va prendre quelques pour y répondre. Alors tout d'abord, une première question. Quelles sont les intégrations entre les outils? Alors, c'est une bonne question. Donc, ça concerne peut-être on va revenir sur le dernier ou l'avant-dernier, par exemple, on va revenir sur le dernier. Bon, là, c'est plutôt la méthode, mais voilà, où les outils, là, vous voyez, il y a plusieurs outils. Donc, l'interaction, là, on peut l'avoir de 2 façons. La façon dont les outils collaborent, puisque vous voyez que je ne coche pas toutes les cases, on ne coche pas toutes les cases. Et si je veux faire de la découverte de données suivie d'anonymisation, là, vous allez me dire, mais vous savez quoi, il me faut déjà 2 produits chez vous, quoi. Information Analyzer et Optim, par exemple, donc sur le structuré. Donc les outils, on peut les faire dialoguer. Ça, c'est une première forme d'intégration. Alors après, certains peuvent prendre l'action et faire tout de même. Hein. Guardium, d'ailleurs, je n'ai pas coché, c'est une erreur. On peut faire de la découverte de données personnelles, il faudra qu'on le corrige. Voilà. On peut faire de la découverte et de la restriction de l'accès, du monitoring. Storage peut faire de la découverte et de l'archivage, par exemple. Pas le cas en ce qui nous concerne, c'est peut-être le cas d'autres. Donc on sait intégrer ces outils-là. Ça, c'est une première façon. L'autre chose que j'ai envie de répondre sur le mot-clé intégration,
c'est que vous devez prendre conscience que là, quand on est sur la découverte de l'archivage de données ou de l'anonymisation de données ou de la purge, donc, on est sur de l'intégration avec le système d'information. Les outils, il faut qu'ils parlent entre eux, mais on voit bien qu'on a des données et pas des applis. Donc on n'intègre pas ces outils à des applis. On travaille sur les données manipulées par les applis. Ce qui aussi renforce l'intérêt de faire une étude assez soigneuse, c'est-à-dire qu'on va probablement travailler par bloc applicatif, parce qu'on va vouloir anonymiser, archiver, notamment sur ces campagnes-là. La découverte de données, c'est un peu moins sensible, mais on va vouloir travailler de façon cohérente. Donc on va travailler sur un set de données cohérent. Le set de données, c'est un univers applicatif qui va le donner, mais en fait, on va travailler sur les données. Pour faire en sorte que les applications sachent toujours exploiter des données qui ont été anonymisées. Alors, l'anonymisation qui permet de garantir le reste du format pour que l'application continue à tourner. Répondu. Sinon, d'autres questions. Je ne sais pas s'il nous reste beaucoup de temps. Alors, on va prendre une autre question. Alors, peut-être pour Patrice, tu vas peut-être pouvoir répondre. Quel est le cursus d'un DPO en termes de formation? Alors, au niveau du cursus, il y a un cursus standard qui est vraiment dédié DPO, qui est aujourd'hui la partie qui est une formation de 5 jours, aujourd'hui, qui est certifiante, qui permettra justement de découvrir. Alors, c'est vrai qu'on va un petit peu plus loin aujourd'hui quand on propose un cursus DPO, puisqu'on propose en règle générale tout dépend je dirais la connaissance de départ du stagiaire, tout simplement, du consultant. Ça peut être 2 jours de préparation sur la partie GDPR qui bouge sur une certification. Ça peut être les 5 jours DPO. Ce qu'on préconise aujourd'hui beaucoup, parce que c'est vraiment lié à la partie aujourd'hui GDPR, c'est la formation ISO 27001 derrière. Très bon. Voilà, donc le cursus peut être, typiquement, c'est 5 jours pour un DPO aujourd'hui de manière classique, mais cursus de manière globale, on a plutôt tendance à mettre pour, je dirais, un petit peu de préparation pour ce cursus, pour cette formation DPO pure, et par contre une vision ISO 27001 si le consultant ne l'a pas, qui sera complémentaire sur la partie GDPR, puisque beaucoup de choses découlent aujourd'hui du métier de DPO, ça découle, je dirais, du métier d'implémenteur ou d'auditeur sur la partie 27001, typiquement. Ok. Une dernière. Alors, une toute dernière. Quel est le cursus pour un partenaire ou un client en termes de formation, transfert de compétences? Exact. Oui, alors le cursus, voilà, le cursus c'est le même, que ce soit pour un partenaire ou pour un client, puisque la partie Tech Data Academy aujourd'hui ne fait pas de distinction entre partenaire et client final. Les cursus, je dirais, c'est un petit peu le slide qu'on a vu tout à l'heure qui est assez global. Ça peut être une première vision qui est un cursus global pour avoir un petit peu la vision, la big picture de tout ce que l'on peut comme technologie à disposition. Donc ça, c'est vraiment le slide que je vous ai montré. Lequel ensuite, je dirais, on va aller choisir des solutions particulières. On parle beaucoup là de la partie typiquement tographie avec peut-être un point flux sur tout ce qui est StoreIQ, Information Analyzer, si je parle produit, typiquement. L'idée vraiment après, voilà, de choisir les bons outils. Et en fonction de ces outils, c'est ensuite choisir le bon cursus de formation par rapport à chacun de ces outils. Mais c'est déjà d'avoir une vision globale, de dire, je dis le bon outil en fonction de ce que j'ai besoin de réaliser. Donc les cursus aujourd'hui, on les découvre sur l'ensemble du périmètre côté IBM. L'idée, c'est vraiment après de choisir en fonction des besoins que l'on souhaite, je dirais, mettre en place le plus rapidement possible. Donc, Patrice, Thierry, merci Bruno aussi pour vos différentes interventions. Les éclairages ont été, je pense, intéressants et enrichissants. On va se quitter juste sur l'agenda des prochains webinaires IBM qui seront consacrés à GDPR. Donc le prochain aura lieu le mardi 18 septembre et concernera la gestion des droits des personnes. Ensuite, nous aurons la gestion des consentements, donc le mardi 2 octobre, et donc la détection des failles de sécurité, donc le jeudi 18 octobre. Donc on vous donne rendez-vous à cette là. Vous recevrez prochainement une communication pour vous inscrire. Il y aura sans doute d'autres webinaires encore aussi en novembre-décembre, mais voilà. Mais on vous tiendra au courant, bien sûr, des prochaines dates. Et puis
voilà, donc on conclut là-dessus. On vous remercie pour votre participation. On a un peu débordé. Excusez-nous pour le débordement, mais voilà, donc on voulait être complet. On vous souhaite une très bonne journée et puis on vous dit à bientôt. À bientôt. Au revoir. À bientôt.